Donc bonjour à tous, bonsoir plutôt, bienvenue aux quelques visiteurs qui viennent pour la première fois. C'est des soirées portes ouvertes, donc c'est tout à fait l'objectif de ces soirées. Je me mets là pour ne pas que Alexandre, qui nous fait l'amitié de filmer ces soirées pour les centaines de personnes qui aimeraient bien y assister mais qui sont trop loin. Du coup, de plus en plus, on filme les événements et puis on les met en ligne sur notre chaîne YouTube. Alors très rapidement, parce qu'on est quand même essentiellement avec des fidèles ce soir, pour les quelques nouveaux, donc le principe, donc moi je m'appelle Frédéric Gana, je suis le cofondateur et dirigeant de l'entreprise. Vous êtes ici à Navoti, donc une entreprise qu'on peut dire contributive, promotrice de santé, enfin c'est des nouveaux termes qui émergent pour caractériser un petit peu la nouvelle vague d'entrepreneurs qui cherchent à donner du sens à leur entrepreneuriat, donc à contribuer aussi à la société et au collectif, et promotrice de santé parce que nous sommes à la fois promoteurs de santé pour nos employés, pour les gens, pour nos collaborateurs, pour nous-mêmes, en tant que travailleurs dans un espace. Donc on cherche à améliorer la qualité de cet espace pour qu'il soit le plus vivant possible et le plus contributeur au bien-être et à la qualité de vie. Et promotrice de santé, puisque notre objet social, c'est d'améliorer la qualité de vie par l'eau, la qualité de l'eau qu'on peut boire, la qualité de l'eau qui circule dans notre atmosphère également, puisqu'on traite les ondes électromagnétiques. Donc, on assure... Oui, excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous mettre en mode avion également ? Il y a des personnes qui sont sensibles aux ondes dans la salle, et je ne pense pas que vous ayez besoin de recevoir des appels dans l'immédiat. Donc merci à vous. Donc voilà, donc on traite la problématique des ondes électromagnétiques, à la fois par des outils de protection, mais aussi par un service de diagnostic, c'est-à-dire qu'on va chez l'habitant ou dans les entreprises évaluer le niveau de risque, que ce soit en champ électrique, en champ magnétique ou en haute fréquence, et on va donner des préconisations et installer des solutions correctives. Donc 2020, c'est l'arrivée de la 5G, c'est le début du déploiement de la 5G dans l'espace public et dans l'espace privé également. Donc des nouvelles questions vont se poser, donc nous on est toujours en veille aussi sur ces questionnements-là. Très certainement on fera une soirée 5G, d'ailleurs ça me donne l'idée, au mois d'avril ce sera très certainement la 5G. Voilà. Le programme s'arrête en mars, donc voilà, avril ce sera peut-être 5G. Et on travaille également aussi beaucoup sur l'hygiène intestinale, puisque c'est 70% de notre système immunitaire, et que qui ne considère pas les intestins passe à côté de la santé, en fait, tout simplement. Donc l'eau, les intestins, l'environnement, les ondes, c'est notre itinéraire, et on essaye, on trouve des solutions pour améliorer la qualité de vie de tout un chacun, quel que soit son espace et son environnement. Depuis qu'on est arrivé en Touraine, puisque l'entreprise a été créée en Corrèze en 2006, depuis que nous sommes arrivés en Touraine sur la zone Polaxis en mai 2017, le 1er mai, pour nous c'était pas un jour chômé, 5 déménagements simultanés. Donc depuis qu'on a déménagé du coup en Touraine, on fait le premier jeudi de chaque mois une soirée porte ouverte. Alors au début c'était pour nous faire connaître, et puis finalement on y prend goût parce que c'est agréable. On rencontre des gens, on boit un coup, on échange, et puis ça permet de développer des thématiques différentes à chaque fois. Ça permet aussi de créer du contenu pour le site internet, puisqu'on va du coup filmer ces interventions la plupart du temps. C'est pour moi aussi l'occasion d'expérimenter des nouvelles conférences. Donc de plus en plus, je cherche aussi à créer des conférences de plus en plus collaboratives. Ce n'est pas le cas ce soir vu le thème, mais c'était en octobre dernier, je crois. Voilà, c'est un espace d'expérimentation, voilà, pour aller aussi vers des partages beaucoup plus interactifs, participatifs. Et puis les soirées portes ouvertes, c'est aussi l'occasion pour certains d'entre vous éventuellement, s'ils le souhaitent, de venir aussi partager un peu de leur magie, un peu de leur trésor, parce que chacun a des trésors à partager, simplement parfois il faut juste oser. Mais c'est aussi un espace pour ça. Nous, l'an dernier, il y a plusieurs personnes qui ont pu déjà nous montrer leurs talents divers et variés. Voilà, donc la porte est ouverte, n'hésitez pas à nous proposer des choses. C'est beaucoup un espace d'expérimentation ici.
Donc ce soir, c'est une soirée thématique, orientée vraiment pratique sur l'eau. Donc là, on ne va pas être dans les concepts de l'eau. On va vraiment orienter le sujet sur la pratique, c'est-à-dire comment choisir son système de purification de l'eau. Très souvent, les gens, on trouve énormément de choses sur Internet, les gens sont un peu perdus par rapport à tous ces arguments, toutes ces techniques qui existent, qui sont plus ou moins performantes. On va voir que beaucoup, évidemment, le sont. Après, c'est juste, il y a des orientations qui sont à la fois philosophiques, techniques, pratiques, économiques. Et donc, en fait, comment on fait pour s'y retrouver dans un peu cette forêt de propositions. Donc nous, on a évidemment fait nos choix. Hein. L'eau, c'est un de nos premiers sujets. Ça fait plus de 30 ans que mon père fait des recherches sur l'eau et qu'on a décidé de les proposer avec Navoti il y a 13 ans maintenant, à partir de 2006. Donc on a fait des choix par rapport à ce qui nous semble être juste et équilibré, en tout cas ce qui nous semble vivant. Parce qu'en fait, voilà, on va voir que c'est quelque chose qui peut avoir du sens de se positionner comme ça. Alors comment choisir son système de purification de l'eau et retrouver le goût de boire de l'eau? En réalité, le premier témoignage que l'on reçoit, après que les gens se soient équipés avec des systèmes de purification et de revitalisation très souvent, c'est que les personnes retrouvent le goût de boire de l'eau. Ils vont boire 2 fois plus d'eau qu'à l'habitude, tout simplement parce qu'une eau qui a bon goût et qui n'a pas d'odeur, et ben en fait le corps va recommencer juste à avoir envie de la boire. C'est tout simple. Si je vous mets une assiette avec des aliments qui ne sentent pas bon et qui ne sont pas beaux, vous n'aurez pas envie de la manger. Et pourquoi est-ce qu'avec l'eau, en fait, on devrait se forcer à boire une eau qui a goût de chlore, qui sent mauvais, etc. Évidemment, le corps n'a plus envie de boire de l'eau, donc on va compenser par d'autres liquides, mais qui n'hydratent pas. Seule l'eau hydrate. Mais là, on rentre déjà dans un concept, on ne va pas rentrer dans les concepts ce soir. Voilà. Mais seule l'eau hydrate. Donc en fait, si on compense avec d'autres liquides, on se déshydrate, tout simplement. Alors les questions à se poser, les questions que je pense vous vous êtes posées, suis-je propriétaire ou locataire? Donc ça, évidemment, c'est un état, c'est pas une question, mais ça se questionne parce qu'il y a des systèmes qui vont demander de la plomberie et d'autres systèmes qui n'en demandent pas, qui vont pouvoir être installés tout simplement par vous-même en quelques minutes. Si on est locataire, on va plutôt évidemment privilégier ces systèmes-là. Si on est propriétaire, on peut se permettre aussi de toucher à la structure de la maison, donc au réseau de plomberie. Est-ce que mon eau est dure ou douce? En matière d'eau domestique, c'est une question fondamentale, parce que si vous avez une eau dure, et c'est le cas de beaucoup de communes en Touraine, vous allez avoir du tartre dans les canalisations. Ce tartre va se fixer également sur les résistances de votre électroménager, lave-linge, lave-vaisselle, et ainsi de suite, chauffe-eau. Et ça va poser des problèmes de durabilité de vos matériels et d'efficacité énergétique. Une résistance qui est complètement entartrée sur plusieurs centimètres, elle va avoir une faible efficacité énergétique. Donc vous allez en fait dépenser de l'énergie pour rien. Donc là encore, il y a aussi un point de vue entre guillemets écologique, qui est que votre chauffe-eau, vous allez le remplacer tous les 5 ans parce qu'il sera plein de tartre à l'intérieur. Et donc le plombier va vous le remplacer régulièrement, ce qui est anormal. Et votre efficacité énergétique sera faible, donc là ça impacte évidemment la consommation d'énergie, donc l'environnement et le porte-monnaie. Contient-elle des polluants particuliers? Là, on est aussi dans des situations où l'eau est différente à chaque point d'eau. À chaque robinet, l'eau est différente. Parce que vous n'avez pas forcément les mêmes canalisations que votre voisin, elles n'ont pas forcément le même âge, et selon l'âge, en fait, une canalisation peut être érodée, peut relarguer. Si l'eau est très douce, elle va être agressive et elle va attaquer le cuivre. Donc vous pouvez avoir de l'eau bleue, c'était mon cas en Corrèze. En Corrèze, l'eau est très douce, on est sur un sol granitique. Les canalisations en cuivre étaient attaquées par l'eau et j'avais de l'eau bleue. Voilà. Donc dans le bac de douche était bleu. Voilà. Donc là, on est sur des taux de cuivre qui sont supérieurs. Nous, on avait fait une analyse d'eau, du coup, ils étaient 4 fois supérieurs au seuil admissible. Donc voilà, là encore on est sur une problématique eau dure, eau douce, mais pour les polluants, il va y avoir aussi une problématique de géographie, c'est-à-dire que si vous êtes dans une zone de grande culture, d'élevage intensif, vous allez très certainement avoir des nitrates. C'est le cas en Bretagne, hein. C'est pour ça qu'il est recommandé, lorsqu'on a un bébé, ou même les adultes, de ne pas consommer l'eau du robinet en Bretagne, parce que trop d'élevage, trop de lisier dans les champs,
le lisier se transforme en nitrate et va dans les nappes phréatiques, et on a de l'eau avec des teneurs en nitrate supérieures à la norme dans certaines régions de culture intensive et d'élevage intensif. Après, il y a aussi des polluants qui vont être aussi localisés. Ça va être aussi, par exemple, des polluants, des résidus radioactifs, donc dans des zones qui vont avoir... il y a eu des reportages télévisés d'ailleurs, il y a eu quelques annonces. De toute façon, il y a quand même, en fonction des événements, que ce soit à Rouen avec l'accident qu'il y a eu dernièrement, des retombées du coup chimiques, etc., c'est évident que ça va avoir des répercussions aussi sur l'eau, que ce soit la présence de résidus radioactifs, d'une centrale nucléaire, une petite fuite, etc., ou un centre d'enfouissement, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, il peut y avoir des problématiques très géographiques. Voilà. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre mairie, puisque doit être affichée la qualité de l'eau de votre commune, en mairie. Alors après, évidemment, tous les critères ne sont pas analysés, mais vous en avez quand même déjà les essentiels, sur certains pesticides, sur les bactéries, sur la dureté de l'eau notamment. Et après, la question qui va se poser, c'est jusqu'où vous avez envie d'aller. Jusqu'où vous avez envie d'aller, c'est-à-dire est-ce que je vais attaquer par une petite carafe Brita pour, à table, avoir une eau un peu filtrée, mais du coup, c'est le seul endroit où j'aurai une eau filtrée, c'est-à-dire mon eau de boisson. On va voir jusqu'à quel niveau de filtration. Est-ce que ça vous intéresse aussi de revitaliser l'eau si c'est un concept qui vous parle? Voilà, la plupart des gens ont une vision matérialiste de l'eau, mais des personnes souhaitent aller plus loin dans la relation avec l'eau et aller pour la dynamiser, la revitaliser, la restructurer. Donc l'eau de boisson quotidienne, où est-ce qu'on considère aussi la douche? Où est-ce qu'on considère aussi la dimension thérapeutique que peut avoir l'eau? Voilà. Donc ça va demander après différents types d'appareils, etc. Donc en fait, jusqu'où on a envie d'aller. Voilà. En général, on commence par une carafe Brita, c'est un peu l'itinéraire. On commence très souvent par ça. On se dit, oh ben non, juste pour enlever le chlore. Voilà. Que l'eau ait déjà bon goût. C'est un premier pas. On va voir qu'après, forcément, c'est une roue. Hein. Commencer par ça, on a forcément envie d'aller plus loin. C'est un peu comme les gens qui commencent à manger bio en disant, ouais, moi j'achète les œufs bio. Ça, c'était quand j'étais ado, c'était un peu ça. Comme si le reste n'avait pas vocation à l'être, parce que les œufs, c'est quelque chose, je ne sais pas, un peu spécial, et il faut que ce soit bio. Donc en fait, c'est tous les raisonnements en fait, qu'on s'impose, qui vivent en nous, des raisonnements de justification, qui viennent nous amener des arguments plus ou moins raisonnables, plus ou moins fondés. En tout cas, on vit avec tout ça, évidemment, des croyances, des lectures, des raisonnements, des arguments scientifiques, et on essaye de trouver des solutions là-dedans. On va essayer de trouver, de vous aider à vous positionner. C'est souvent ce que les gens trouvent à Navoti. Du coup, on fait beaucoup de conseils téléphoniques. Quand les gens nous appellent, souvent à la fin d'un itinéraire de recherche sur Internet où ils ont la tête farcie, ils ne savent plus à quel sein se vouer, ils disent « Ouais, je sais plus. Je sais plus, il y a trop de choses, trop d'arguments, trop d'informations. » Nous, en fait, on amène du sens. Et le fait de leur amener du sens, nous, on ne va pas balancer des chiffres et tout ça, on amène du sens, ça leur dit « Ah oui, je comprends, et là, maintenant, je peux me positionner. » Voilà. Pour nous, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alors, l'eau du robinet, est-elle si mauvaise? Parce qu'en fait, très, très souvent, il y a ce raisonnement, oh là là, l'eau du robinet, c'est l'enfer. C'est le pire. Mais est-ce vrai? C'est en tout cas l'eau la moins chère, hein, 0,003 € par litre. D'accord? Ça, c'est la moyenne nationale. Alors qu'un pack de 6 bouteilles, c'est 3 centimes, soit l'équivalent de 3 centimes le pack de 6 bouteilles. Donc il y a, concrètement, économiquement parlant, l'eau du robinet est la moins chère, clairement, de très très loin par rapport à tous les types d'eau disponibles aujourd'hui. C'est évidemment l'eau la plus consommée, puisque la plupart des gens, malgré tout, n'ont pas de système de purification. Et dans l'inconscient collectif, on considère que c'est une eau qui est sécure, qui est sécurisée. Parce qu'effectivement, elle est vérifiée par les agences sanitaires. Après, quand on dit potabilité, ça veut dire c'est une eau qui ne tue pas.
Voilà, les critères de la potabilité, c'est un peu ça. Hein. Donc après, si on veut aller plus loin, si on veut que ce soit une eau qui rende vivant, on va se poser d'autres questions que se posent les agences sanitaires, évidemment. L'eau en bouteille est-elle si bonne que cela? Puisqu'en fait, très souvent, on se dit, oui, au moins, l'eau en bouteille, elle n'a pas subi de traitement et tout ça, elle est propre, elle est pure. Alors, c'est exact, l'eau en bouteille, il est interdit d'ajouter des traitements à l'eau qu'on va capter. Enfin, les gens qui vendent de l'eau de source ou de l'eau minérale n'ont pas le droit d'ajouter de traitement dedans. Donc effectivement, c'est de l'eau qui est captée et qui ne subit pas de traitement. Par contre, elle est captée dans des nappes phréatiques. Vous allez dans certaines communes, l'eau du réseau, l'eau domestique, c'est de l'eau qui est captée parfois dans les mêmes nappes. Il faut bien qu'elle sorte de quelque part, l'eau n'est pas fabriquée en laboratoire. Hein. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup aujourd'hui d'études qui ont été faites, 60 millions de consommateurs, UFC Que Choisir, etc., qui ont fait des comparatifs et des analyses des différents types d'eau en bouteille. Et franchement, c'est pas flambant. Du coup, les eaux en bouteille ont vraiment pris un coup dans l'aile, parce qu'on retrouve des microparticules de plastique, on retrouve des polluants, parce qu'évidemment, les nappes phréatiques n'en sont pas exemptes, d'accord ? Donc ça pose aujourd'hui beaucoup de questions, particulièrement sur le coût écologique du plastique, parce que c'est très énergivore. Et évidemment, on libère ensuite dans l'environnement un plastique qui est malgré tout faiblement recyclable, c'est-à-dire qu'on va le recycler un petit peu, mais à un moment donné, ce n'est pas recyclable à l'infini. Voilà. Après, on va pouvoir réutiliser ce plastique pour faire des polaires, des outils en PET, etc. Mais ces outils-là ne seront pas eux-mêmes recyclables. Donc on a finalement une chaîne de recyclabilité, je ne sais pas si ça se dit, qui est très limitée dans le temps. Et donc dire c'est recyclable, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire qu'on gagne, allez, 1 an, 2 ans de plus, face au péril écologique qui est devant nous. Donc la plupart de ces plastiques, aujourd'hui, il y a tellement de reportages là-dessus que voilà, on est vraiment dans l'ère du plastique et tout le monde sait qu'il faut arrêter, quoi. Après, c'est très difficile d'arrêter. Mais effectivement, tous ces résidus se retrouvent pour beaucoup dans les océans et se dégradent très lentement jusqu'à devenir des microparticules de plastique qui vont venir infester le biotope maritime et tuer les poissons ou les intoxiquer. Donc seule la moitié des bouteilles plastiques est aujourd'hui triée et recyclée. Voilà. L'eau de puits. Alors on se dit aussi, dans le raisonnement, hein, bah, j'ai du terrain, je sais qu'il y a une source en dessous, bah, je vais aller puiser dedans. Et là j'aurai mon eau. En fait, votre eau, c'est-à-dire la nappe, elle traverse votre terrain. Le sous-sol n'appartient à personne. Ce ne sont que des concessions. Les gens qui viennent puiser de l'eau pour l'embouteiller, le sol ne leur appartient pas, le sous-sol ne leur appartient pas. Ils ont une concession et ils payent des taxes à l'État pour pouvoir capter de l'eau. D'accord ? Donc le sous-sol ne nous appartient pas. Dieu merci. Enfin, c'est comme l'espace, mais ça, je pense que ça va bientôt changer. Mais il reste encore, je dirais, des eaux internationales, des secteurs de non-appartenance, de non-propriété. Donc l'eau de puits, c'est ça. On se dit, ouais, je vais puiser mon eau, c'est mon terrain, je sais qu'ici, je n'ai pas de pesticides, mais en amont, qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Et puis, on vient taper dans une ressource collective, avec, entre guillemets, sans doute beaucoup moins de sécurité, de fiabilité et d'encadrement réglementaire et technique que le font les collectivités. D'accord ? On va faire un petit captage, on appelle une entreprise de BTP, tac, ils nous font le truc. On ne sait pas si on le fait bien, on ne sait pas quel est l'impact en aval, on s'en fout, c'est notre terrain et on fait ce qu'on veut. Maintenant, le sous-sol ne nous appartient pas, il est collectif. D'accord ? Donc, c'est aussi des raisonnements qu'il faut appréhender. L'eau est un élément en mouvement, donc elle est par définition collective, parce que c'est un cycle permanent. Donc, c'est aussi ce type de raisonnement qu'il faut avoir. Donc l'eau de puits tellement meilleure, ben en fait on vient taper, là encore, dire là où se trouve l'eau, dans les nappes. Hein, voilà. Donc on va toujours au même endroit, tous, que ce soit l'eau en bouteille, l'eau du réseau ou autre, puisque l'eau elle n'existe qu'à un seul endroit, c'est dans les sous-sols. On peut la capter avant avec l'eau de pluie, etc. Mais fondamentalement, là où elle est, c'est les rivières et les nappes phréatiques.
Alors les différents types de polluants qu'on va retrouver dans l'eau. Là, c'est des grandes familles, mais fondamentalement, il existe des milliers de molécules différentes dans l'eau. L'eau est un solvant, donc c'est un élément dont on comprend encore très mal scientifiquement les capacités, qui sont hallucinantes d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire que scientifiquement, c'est encore une énigme. Il y a tellement de points qui sont énigmatiques sur l'eau, qui défient les lois de la science, de la thermodynamique, que c'est une énigme en fait. Et en tout cas, ce que l'on sait, et ça depuis très longtemps, c'est que l'eau est un solvant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'en sert pour faire la vaisselle, pour se laver les mains, pour nettoyer les objets, dans l'industrie pour nettoyer les pièces mécaniques, et ainsi de suite. L'eau est extrêmement utilisée dans l'industrie, et l'industrie travaille sur des qualités d'eau très spécifiques pour obtenir certains résultats, notamment l'industrie informatique, l'industrie électronique. Pour fabriquer des puces, il faut une eau extrêmement pure, et ils vont puiser dans des nappes extrêmement profondes où l'eau est extrêmement pure. Il faut le savoir, donc ils viennent capter des ressources qui sont particulièrement pures et donc particulièrement collectives aussi, parce qu'elles ont mis voire des siècles à atteindre ces nappes. Par contre, pour leurs besoins industriels, ils ont besoin de ces eaux extrêmement pures. Donc l'eau est un solvant et il va du coup se lier à toute une foultitude de molécules. Et on sait qu'on a libéré notamment dans l'ère industrielle plus de 10 000 molécules chimiques du fait de l'activité industrielle, enfin chimique tout simplement, au XXe siècle. Donc ces molécules, elles se lient à l'eau de l'air et à l'eau du sous-sol. Voilà. On le voit avec les pesticides, on le voit avec les intrants agricoles, le lisier, etc. Donc tout ça, toutes ces molécules se transforment, se lient à l'eau et se retrouvent évidemment dans le verre des buveurs d'eau, ou dans la douche des doucheurs, ou dans le bain des baigneurs, voilà. Ou dans la mer, quand on va aussi s'y baigner, qu'on oh qu'est-ce qu'elle est dégueulasse, oui, c'est la conséquence de nos activités, tout simplement. Donc, énormément de polluants qui se retrouvent dans l'eau. Et alors, nous, on n'est pas des chimistes, on n'est pas des ingénieurs, on n'a pas fait de cursus universitaire en ce sens, donc on a découvert tout ça sur le tas. Quand j'ai commencé à creuser sur la qualité de l'eau et qu'on a fait nos premières analyses, j'ai halluciné de voir qu'en fait, ce qui est logique, on ne trouve que ce qu'on cherche avec l'eau. C'est-à-dire que pour trouver une molécule, il faut la chercher. Il faut utiliser des marqueurs spécifiques, il faut utiliser des précipitateurs spécifiques, des spectrographes spécifiques. Donc, on ne va pas s'amuser à chercher 10 000 molécules. On va chercher les plus communes, les marqueurs les plus importants. Donc quand on vous dit qu'une eau est pure, vous n'en savez strictement rien, puisqu'en fait, juste, c'est selon les marqueurs que l'on a choisis, on va avoir certains niveaux qui correspondent à une norme, à des seuils qui peuvent changer. En matière de prévention, c'est le curseur, c'est la norme qui crée le risque. Si après Fukushima, je déplace le curseur vers la droite pour réduire le niveau de risque, parce que sinon, plus personne ne mange rien. Voilà, j'ai juste déplacé le curseur de la norme. Il y a des élus ici dans la salle, ils le savent bien, quand on doit prendre des décisions de nature collective, après Tchernobyl, le curseur radioactif, il était déplacé vers la droite. Après Fukushima, il était déplacé vers la droite, etc. Et donc, quand on avait une stagiaire au mois de janvier, là, qui venait de Picardie, elle nous disait, mais en Picardie, les gens qui meurent de cancer, c'est à partir de 15 ans. Et en fait, elle en a fait son lot, quoi. C'est-à-dire, pour elle, c'est totalement entré dans les mœurs. Le cancer fait partie de la vie. Voilà. Donc, il y a des régions comme ça où le nuage de Tchernobyl est passé. Bon. Et puis, évidemment, on continue de consommer les légumes, on continue à faire de l'agriculture, etc. Et voilà le type de situation qu'on a. Là encore, on est sur des géographies. Voilà. Donc, c'est important en matière de prévention de toujours vous rappeler que c'est toujours la norme, elle est dictée par, à un moment donné, l'état de l'art du moment et les compromis que l'on fait avec l'état de l'art. Pour des raisons sociétales qui se comprennent tout à fait. Je veux dire, si après Tchernobyl, on ferme tous les magasins parce que plus personne ne peut plus rien manger, vous comprendrez aussi que c'est compliqué. Mais il faut juste être conscient de ça. Voilà. Les normes ne veulent pas toujours dire grand-chose. En matière d'ondes électromagnétiques, puisqu'on travaille sur le sujet, c'est flagrant. Donc voilà les différents types de polluants. Donc on va avoir des bactéries, des virus. Alors, quand même, pour pondérer tout ça, notre organisme, il a quand même un système immunitaire. Voilà, je ne suis pas du tout dans une sinistrose.
Juste, on est fait aussi pour vivre avec les polluants. D'accord? Donc des bactéries, des virus, le chlore évidemment, donc là on est sur un traitement qui est ajouté, les pesticides, donc on est sur des intrants qui ont été épandus sur le sol, les résidus médicamenteux, donc là on est clairement dans la partie, la dérive allopathique de notre société curative, alors que nous on cherche justement à pousser vers une société préventive, mais l'aberration de la société curative, c'est qu'aujourd'hui vous avez des résidus de pilules dans les eaux de boisson, mais de manière massive, qui sont quand même des perturbateurs hormonaux. Donc ça c'est tout à fait massif. Tous les pays n'ont pas choisi de recycler l'eau des toilettes pour en faire une eau de boisson. Il y a des pays où le circuit d'eau de boisson il est distinct des eaux noires, comme on dit. Donc ça, c'est des choix collectifs aussi. Hein. Mais du coup, ça pose des vraies questions. Les anti-inflammatoires. Là, on parle des ondes, on parle d'alliés électriques et compagnie, donc on donne des cachets anti-inflammatoires aux gens plutôt que de les mettre dans un environnement électromagnétique cohérent. Ces anti-inflammatoires se retrouvent dans les urines, dans les selles, se retrouvent dans les eaux, et les stations d'épuration ne peuvent pas venir à bout de l'ensemble de ces molécules. On va retrouver également les antibiotiques, voilà, qui sont utilisés assez massivement. Les solvants organiques, qui sont là encore une catégorie, c'est les produits qui finissent par zen, tout un tas de substances qui se dégradent, qui sont organiques et qui peuvent être problématiques. Les métaux lourds, donc les métaux lourds, donc plomb, aluminium et ainsi de suite, qui sont issus de l'activité industrielle, qui sont issus de nos activités personnelles, qui sont issus de nos plombages, qui sont issus de l'ensemble des choses qui font que, y compris évidemment les gaz d'échappement des voitures qui libèrent des métaux lourds, et l'eau de pluie va venir du coup précipiter ces molécules au sol et les évacuer dans les nappes. Donc les métaux lourds, c'est une vraie problématique parce que ça peut concourir à des intoxications qui vont venir favoriser un terrain inflammatoire et d'électrosensibilité ou d'hypersensibilité. Ça peut être aussi de la chimico-sensibilité. Et les amalgames dentaires, qui sont aussi là une intoxication qu'on se fait à nous-mêmes directement. Alors les différents systèmes de filtration pour venir à bout de ces différentes molécules. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que toutes ces molécules, elles ont une dimension, elles ont une taille. D'accord ? Et un des enjeux de la filtration, c'est d'avoir un filtre suffisamment fin pour capter ces polluants. Si le polluant, la bactérie Escherichia coli par exemple, fait 0,1 micron, d'accord, elle ne passera pas à travers un filtre qui fait 0,05 micron. Voilà. Donc je vais la neutraliser par porosité. Je peux la neutraliser par d'autres systèmes, comme vous allez voir. Donc les différents systèmes de filtration, on va commencer par les carafes. Donc les carafes filtrantes, donc on est sur une logique de gravité, donc ça fonctionne par gravitation. Vous remplissez de l'eau et vous allez avoir, c'est pour ça qu'on va retrouver ça ici, vous allez avoir des strates de matériaux filtrants qui sont en général des minéraux. Donc on va avoir du charbon actif, des céramiques, du calcium sulfite, différents éléments, des roches volcaniques également on peut mettre. Et l'eau progressivement va s'infiltrer dans ces éléments et ces éléments vont retenir des particules polluantes. Par leurs caractéristiques spécifiques, le charbon actif fonctionne par adsorption, c'est-à-dire que dans sa périphérie électronique, il va retenir des éléments qui vont avoir des polarités qu'il va pouvoir capter. Comme un aimant, hein. Il y a des éléments qui vont venir s'associer au charbon dans l'environnement électronique du charbon, notamment le chlore, les pesticides, des choses comme ça. Donc ça, c'est des matériels qui sont intéressants mais pas suffisants parce que les carafes en fait sont exposées à la lumière, c'est-à-dire que l'eau est exposée à la lumière, l'élément filtrant est exposé à la lumière et à l'air. Donc il va y avoir un développement bactérien potentiel. C'est-à-dire que là, plus vous gardez votre cartouche, plus il va y avoir de développement bactérien. Donc ça, c'est ce qui a été justement montré dans les études Que Choisir. Alors par gravité, on est sur des systèmes qui en général sont plus gros que les carafes. Vous allez avoir un gros réservoir, alors là soit opaque comme Berkey par exemple, qui est un bon système par gravité,
soit transparent comme Eva, la fontaine Eva. Donc là, transparent, la lumière pénètre à l'intérieur, c'est pas forcément l'idéal. Et donc si c'est opaque, Berquet c'est du métal, et ça sera à l'abri de la lumière. Donc même système, mais c'est en général un peu plus gros, avec des filtres sédimentaires plus chargés. Vous allez avoir ensuite des systèmes suréviers ou sous-éviers, un peu comme on propose, et on va les voir après, qui eux permettent d'avoir de la pression, c'est-à-dire que c'est relié directement à votre réseau, et là vous avez de la pression. Contrairement à ici où vous remplissez un récipient, vous devez attendre que ça s'écoule. Et donc vous avez le charbon actif dont j'ai déjà parlé qui va se retrouver dans la plupart de tous ces systèmes. Et vous avez enfin l'osmose inverse qui est le système le plus fin en termes de porosité, qui est une logique de surpression osmotique. C'est-à-dire que j'ai de l'eau et j'applique sur elle avec une membrane extrêmement fine, donc là on a 0,00001 micron, donc c'est extrêmement fin. Et j'applique sur cette membrane une surpression osmotique qui fait qu'il y a un milieu qui va se vider, un milieu qui va se remplir. Le milieu qui va se remplir d'eau pure, presque sans... Donc les minéraux sont supprimés, les oligo-éléments également, donc on a une eau qui va se vider de sa substance. Et dans l'autre compartiment, vous allez avoir un peu d'eau, même pas mal, parce que comme ça c'est une eau qui va être rejetée ensuite, une eau d'évacuation, qui va contenir les polluants conservés. Donc en fait on va relarguer à la collectivité, pour nous ça c'est un des enjeux de l'osmose, une problématique, c'est qu'on relargue à la collectivité une eau qui est encore plus saturée de polluants qu'elle ne l'était. Donc on renvoie ça dans le réseau collectif. Donc de son côté on garde le pur, voilà, et puis on rejette à la collectivité un tiers de l'eau à peu près qui a été tirée, repart à l'égout. Donc en fait on est sur un système qui est très, on va dire, qui va générer du déchet et qui est assez onéreux malgré tout. Donc ça c'est une technologie qui avait été développée pour les astronautes, pour qu'ils puissent aussi recycler leur urine, etc. Donc ça c'est des technologies de l'espace. Alors quelle solution choisir? Alors on voit qu'il y a différents marqueurs, différents curseurs, la pureté, la vitalité, la structure, le pH, on n'a pas parlé du pH, mais l'eau osmosée est plutôt acide, parce que plus j'enlève d'éléments à l'eau, plus elle va être douce, plus elle va être acide. C'est le problème de l'eau en Corrèze, c'est que du coup elle attaquait les canalisations parce qu'elle était acide. Et une eau vide va chercher à se rééquilibrer dans l'environnement qu'elle traverse. C'est-à-dire qu'elle va, comme elle est vide, l'eau déteste le vide. C'est pas un élément qui est fait pour ça, c'est un élément d'équilibre. Donc il va chercher à compenser ce vide dans son environnement, donc elle va éroder, du coup, son environnement pour se recharger. Voilà. Et une eau trop pleine, au contraire, va relarguer facilement, parce que si elle est plus pleine, c'est le principe de l'osmose, si elle est dans un environnement, dans un milieu qui est moins plein qu'elle, elle va le re-remplir, parce qu'il va y avoir un phénomène d'osmose. Si je suis vide, je me remplis parce que je suis plus vide que mon environnement, donc il y a érosion, et sinon c'est l'inverse. Donc l'eau, c'est un élément d'équilibre. C'est pour ça qu'on a choisi de ne pas proposer d'osmose inverse. Parce que ça produit une eau qui n'est pas équilibrée. Alors maintenant, les fabricants d'osmoseurs le savent, donc maintenant ils rajoutent des choses pour rééquilibrer l'eau après, donc du lithotame, des choses comme ça, de l'argile, des choses comme ça. Mais pourquoi enlever pour remettre? Alors, on est un peu sur la logique industrielle, je casse tout, puis je refais le Lego à ma sauce. Donc nous, c'est une philosophie qui ne nous convient pas, cette mécanique industrielle de casser pour refaire. Voilà. C'est un peu comme les steaks hachés, je broie 1000 vaches, je distingue le maigre d'un côté et le gras de l'autre, et puis je fais des steaks à 5%, 10%, 15% de matière grasse. On n'a pas juste le totum de ce qu'est la vache à ce moment-là. Voilà. Donc on fait à sa sauce, on bricole. Donc quelle solution choisir? Là on se retrouve effectivement dans une computation mentale, dans les arguments, et c'est là que les gens sont perdus en général. C'est-à-dire que là quand vous avez lu 10 docs de 10 systèmes de filtration, vous savez plus comment vous vous appelez. Ah ouais, mais tout est important, mais quoi? Déjà, il faut que l'eau soit vide, parce que sinon il y a des polluants, mais s'il en reste, machin, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais mourir. Voilà. Donc comment s'y retrouver? En fait, la plupart du temps, on peut pas. Tout simplement. Donc, les questions que nous, on amène les gens à se poser, c'est ça.
On va essayer de recoller les morceaux. L'eau, c'est un élément qui est en mouvement permanent. Donc ça nous est déjà arrivé au téléphone d'avoir des gens qui nous disent « Ouais, mais est-ce que votre eau, elle est neuve après ?» Parfois, il faut rappeler aux gens, c'est un peu comme les briques de lait. Hein. Le lait ne naît pas carré dans une brique. Ça vient de la vache, voilà, pour nourrir un veau. Donc l'eau est un élément historique qui nous a vu naître, je dirais, et qui est en recyclage permanent, qui est donc dans un mouvement permanent. Et la gouttelette d'eau que je bois, je ne sais pas d'où elle vient, je ne le saurai jamais, elle fait juste partie, elle était peut-être dans le Gange, qui est éminemment pollué, et des gens boivent quotidiennement dedans. Elle était peut-être dans le Gange il y a 6 mois, aujourd'hui elle est dans votre nappe, dans votre verre. Donc l'eau neuve, ça n'existe pas. L'eau pure existe-t-elle? C'est un solvant. Si on la purifie sur la planète. Si on la purifie, elle est pure. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on appelle pur? C'est ça. Quand elle sera vide, quand elle n'aura plus rien. Alors du coup, ça veut dire que notre concept de pureté, c'est quand les choses sont vides. Ou morte. Peut-être pas d'éléments extérieurs, pas d'intrants issus de notre activité industrielle. L'eau, c'est la conséquence de toutes les activités de la biosphère, humains y compris. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait, nous, isoler le fruit de nos activités spécifiques dans la vie de l'eau? Enfin, la pureté, c'est une abîme. C'est un concept purement culturel, purement mental, qu'on essaye d'appliquer à un élément naturel. La pureté pour la nature, c'est juste une aberration, ça n'existe pas. Enfin, associer le mot pur à quelque chose de naturel, c'est une aberration. Je dirais même que c'est une corruption de l'esprit. C'est une corruption de la civilisation occidentale industrielle qui a développé ce concept de pureté, mais qui ne peut pas s'appliquer à la nature. Qu'est-ce qu'une herbe pure? Qu'est-ce qu'une forêt pure? D'accord? Qu'est-ce qu'une vache pure? Enfin, qu'est-ce qu'un humain pur? Il y en a qui ont essayé, non? Vous vous rappelez? C'est un concept culturel qu'on applique à un élément naturel, c'est une corruption de l'esprit. Donc l'eau pure n'existe pas. Et déjà, voilà, tous les histogrammes, les machins, les trucs, déjà ils s'effondrent. Ok, je commence à raisonner différemment. L'eau est un élément en mouvement, qui n'est pas neuf, qui a des millions d'années, qui n'est pas pur, parce que ça ne peut pas exister, une eau pure. Une eau parfaite peut-elle exister? Dans les mouvements bien-être, médecine douce, tout ça, bio, etc., on va souvent chercher la pureté, on va souvent chercher la perfection du produit, de l'aliment, du producteur, machin, etc. L'eau parfaite n'existe pas. Comme je le disais, à chaque robinet, l'eau est différente, quoi. Parce qu'elle a un parcours différent, parce qu'elle sillonne à travers des matériaux différents, parce qu'elle traverse des informations, des environnements informationnels différents. Et l'eau, c'est un disque dur. C'est un solvant, pas que de molécules, c'est un solvant aussi d'informations. Donc elle vient récupérer dans son mouvement, qui est planétaire, stratosphérique, et ainsi de suite, elle vient récupérer dans ce mouvement des informations, des molécules, de l'énergie, etc., une certaine structure. Donc perfection, ça veut dire quoi? Non, enfin, voilà, à chaque instant, elle sera différente. Si je me déplace d'1 mètre, elle sera différente, en fonction des conditions climatiques, atmosphériques. Enfin, voilà, donc pureté, perfection, au revoir. Concept de l'homme occidental du XXe siècle. Voilà. L'eau, c'est l'enjeu de notre compromis avec le monde. Faire des compromis. Faire des compromis avec des polluants, avec des bactéries, avec des virus. J'ai pas envie. Et donc, on va se réfugier dans la pureté et la perfection. Ah oui, mais la nature nous demande de faire des compromis.
ces compromis mettent fin à nos illusions, puisqu'en fait, tout ça, qu'est-ce que je vous disais? Croyance. Pureté, perfection, croyance. Est-ce vrai? Non. Donc c'est une croyance. Donc ça met fin à nos illusions. Et là, on peut commencer à relire les documentations et à dire, ah bah ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ah ça c'est intéressant. Ça c'est un compromis qui m'intéresse. Donc ça nous aide à trouver du sens. Alors nous, sur cet itinéraire, on a fait des choix. On a dit non, 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 et moi mon filtre c'est la vie. Est-ce que c'est vivant? Non. Est-ce que c'est vivant? Non. Est-ce que c'est vivant? Non. Est-ce que c'est vivant? Oui. Ah bah tiens, ça m'intéresse. On a un système immunitaire, il est capable de gérer une certaine quantité de polluants. D'autant plus si ce qu'on lui donne à manger est vivant. Si je lui donne de la mort, c'est sûr qu'il ne saura rien gérer. Ça c'est clair. D'accord ? Le vivant parle au vivant, on appelle ça la biophilie, la sympathie entre êtres vivants. C'est ce sur quoi on travaille aussi au niveau de la construction. Le bâtiment est un bâtiment biophilique. D'accord ? La biophilie, c'est la sympathie du vivant avec le vivant, c'est un phénomène de résonance. Si on est dans cette logique-là avec l'eau, je bois de l'eau vivante, je suis un vivant, il va y avoir un dialogue. D'accord ? Les vivants aiment dialoguer ensemble. Ça n'est pas un concept. Et donc, on va pouvoir créer un dialogue avec l'eau et avec notre système immunitaire. Et on va pouvoir mieux gérer les polluants résiduels qu'il y a dans l'eau parce que j'aurais fait des compromis. Donc notre approche, je dirais que c'est une vision large qui nous emmène loin des côtes. Vision large parce que effectivement ce discours-là, vous ne le trouverez pas, vous le trouverez nulle part en fait. Parce que c'est nous qui l'avons créé, donc les gens qui s'approprient aujourd'hui ce discours sont des gens qui en général ont travaillé avec nous, et qui va loin des côtes, parce que les côtes c'est quoi? C'est la pureté, c'est les méchants polluants, c'est la perfection, c'est etc. Donc c'est les arguments mentaux. Donc loin des côtes, parce que dans ces eaux-là, on est dans l'eau du compromis. On est dans un champ mou qui appartient aussi à chacun, et qui permet à chacun d'exprimer sa liberté de choix, sa liberté de conscience dans sa relation à la nature, d'accord ? Dans sa relation du coup à la culture. Est-ce qu'on peut vraiment faire la scission entre les deux? Je ne sais pas. On verra une relation naturellement bienveillante avec l'eau, en nous et à l'extérieur de nous, puisque nous sommes également évidemment des méduses qui nous ignorons. Nous sommes des méduses, nous sommes constitués à 60-70% d'eau, 80 quand on est petit, 55 quand on est vieux, d'accord? Mais on est quand même majoritairement constitué d'eau, et très fortement majoritairement en nombre de molécules, 99% en nombre de molécules. Donc nous sommes des méduses, et nous continuons à considérer l'eau comme un élément inerte, et avec notre mental. Donc on n'a pas compris grand-chose. Donc pour nous, le compromis, c'est quoi? On filtre l'essentiel des polluants par des procédés non invasifs. C'est-à-dire que typiquement, la surpression osmotique, on ne va pas l'appliquer à l'eau. Je n'ai pas envie de surpressurer mes amis sur un tamis hyper fin pour en extraire la partie pure et virer les défauts qu'on n'aime pas. Non, nous on prend tout. Voilà. Parce qu'une personne, c'est un totem. Voilà, avec ses qualités, ses défauts, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Les qualités qu'on va reconnaître ne seront pas les qualités que le voisin va reconnaître. C'est subjectif. Là encore une fois, on est dans la subjectivité. Donc on ne va pas presser les gens sur un tamis. D'accord ? On ne va pas presser l'eau sur un tamis hyper fin pour la vider de sa substance. Donc on filtre l'essentiel des polluants par des procédés non invasifs et on la revitalise ensuite par des procédés organiques. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu comme système de filtration? On a retenu ce filtre qui vient de Moldavie, qui est un filtre qui contient de la shungite. La shungite étant une pierre qui vient de Russie, qu'on importe de Russie depuis 2012. Et voilà, c'est une pierre noire. Il y a une boule de shungite là sur la table d'ailleurs. C'est une pierre noire qui est très riche en carbone, donc là on est sur 60% de carbone environ, et qui contient des fullérenes, c'est-à-dire du nanocarbone naturel. C'est une roche qui a à la fois des propriétés de purification et de revitalisation de l'eau, parce que c'est une pierre aussi énergétique.
Et c'est une pierre qui va aussi servir pour la correction des ondes électromagnétiques. Ça va rendre biocompatibles les rayonnements électromagnétiques. Donc c'est une pierre dont on se sert, nous, en protection contre les ondes également. Donc la cartouche phyto que vous voyez ici contient un mélange de charbon actif, donc c'est le noir, qui est issu de coco, de fibres de coco. Les petites billes blanches, c'est des résines qui vont venir capter des métaux lourds, des polluants. Bonsoir. Et vous avez des pierres du Shenguide. Bonsoir. Donc ça, c'est phytofilter. Ça existe uniquement en filtre surévier, comme cela. Donc ça, c'est surévier. Ça, je le visse à l'extrémité de mon robinet de cuisine. Et donc là, on est dans un filtre qui ne demande pas de plomberie. Et on va pouvoir dériver l'eau de son robinet de cuisine à travers ce filtre, qui passe à travers la cartouche filtrante, donc à travers ça. Et on a une eau qui est de qualité, qui est de bonne qualité vitale, et dont la plupart des polluants ont été soustraits. On a Microspiral, donc ça c'est une technologie qu'on a découvert il y a 2 ans, 3 ans maintenant, qui vient de Suède. Alors c'est une invention russe dont l'importateur en Europe est suédois. Et c'est une technologie intéressante parce que en fait elle rejoint beaucoup de nos préoccupations, à la fois la filtration et à la fois la revitalisation. Donc dans ce cas c'est la Shenguide qui revitalise. Dans ce cas c'est la porosité de la membrane, donc c'est des pores très fins. Donc on voit ici en fait au microscope ça donne ça. On voit que les pores en fait créent des petits tourbillons. Donc quand l'eau passe à travers les pores, l'eau est activée parce qu'elle est tourbillonnaire. Donc déjà on a un système qui à la fois est très fin parce qu'on est à 0,05 microns. Donc là on est sur de l'ultrafiltration, on appelle ça. Et lorsque l'eau passe à travers les pores, elle est activée. Et à l'intérieur de ça, je vais avoir aussi un insert. Donc à l'intérieur de ma cartouche, j'ai un insert qui contient du charbon actif. Voilà. Donc c'est une filtration en plusieurs étapes. L'eau passe ici et ensuite à travers l'insert. Voilà. La membrane est à l'extérieur chargée électropositivement, comme on le voit avec les plus sur l'écran, ce qui va permettre en fait de neutraliser les parasites en leur soustrayant un électron. On va les oxyder. Et donc, c'est aussi un système filtrant, c'est aussi du coup un élément qui va permettre de neutraliser des bactéries. Et la membrane est également imprégnée d'argent, qui va permettre également, qui est un bactéricide, qui va aussi permettre de neutraliser les bactéries. Donc là, on a une ultrafiltration, donc on va retenir les éléments polluants avec un taux qui est assez élevé, qui est entre 100% pour le chlore, parce que le chlore est facile à enlever, 99% pour les pesticides, et puis selon les métaux, selon les types de métaux, ça va 95, 90, 88. Et l'intérêt, c'est que ça a été développé en Russie après Tchernobyl, et que ça neutralise également les particules radioactives. C'est où ça ? C'est un filtre qui se met où? Alors ça, du coup, ça existe, bah là on va le voir, en filtre surévier, donc même porte-filtre quasiment, avec la cartouche à l'intérieur. Ça va exister en version sous-évier, simple cartouche et double cartouche. Ça existe pour l'arrivée d'eau générale de la maison, et ça existe sur le robinet. Donc là, ça se visse également sur le robinet, mais du coup, vous n'avez rien posé à côté de votre évier, c'est vraiment fixé au robinet. Et vous allez pouvoir dériver l'eau vers le purificateur ou pas. Voilà. Dans cette version-là, la filtration est un peu moins performante, mais ça reste très satisfaisant. Et ça permet dans les petits espaces, dans les petites cuisines, dans les petites kitchenettes, les studios d'étudiants ou autres, d'avoir une filtration et puis transportable facilement, parce que je le dévisse, je l'emmène ailleurs. Voilà. Alors là, on a le schéma d'une maison donc, qui est sans filtration pour l'instant. Donc on va retrouver les éléments un petit peu critiques en général dans une maison. Donc le chauffe-eau en haut à gauche, le lave-linge dans la cuisine. Bon, on l'a mis dans la cuisine, c'était plus simple à schématiser. Hein. Là, on va installer par exemple un filtre G1, donc c'est microspiral sur évier, ou le filtre de phytofilter, FF1. Donc ça se pose sur l'évier et ça se visse à l'extrémité du robinet, pas de plomberie.
Donc là, vous avez une eau de boisson qui est pure et vivante. Pure, entre guillemets. Hein. Je n'ai pas encore trouvé de mots qui permettent de le dire rapidement autrement. En fait, vous le vissez à chaque fois que vous en avez besoin? Non, il est mis en permanence. Il y a une vanne de dérivation ici, dont on va bouger la molette pour dériver l'eau vers l'élément filtrant. Même chose avec celui-là. Oui. D'accord. Là, je dérive l'eau. Hop. L'eau va dans le tuyau, dans le porte-filtre, et ensuite elle ressort filtrée, voilà, par le robinet secondaire. Oui, bien. Donc ça, c'est le plus simple, on va dire, le plus simple et le plus performant. Celui-ci est bien, mais il va être un peu moins performant. Voilà, quand on a une famille ou quoi, c'est plutôt pas mal. Et quand on est locataire, c'est-à-dire quand on ne veut pas faire de plomberie, voilà, ça c'est extrêmement simple. La vie de la cartouche? Durée de vie de la cartouche, celle-ci c'est 6 mois, et celle-ci c'est 2 ans pour le bloc extérieur et 1 an pour l'insert qui est à l'intérieur. Donc tous les ans, il y a une manipulation sur celui-là. Sur l'autre, c'est tous les 6 mois. Voilà, donc ça c'est filtre sur évier. Donc là, on a une eau de boisson qui est filtrée et vivante. Vivante par microspirale ou par la Schwingit. On a la version sous évier. Donc, hop, c'est la même chose à l'envers en fait. Hein. Toc, qui va se fixer dans le meuble de cuisine, donc sous l'évier. Et là, du coup, il y a une dérivation de votre tuyau d'arrivée d'eau froide vers le porte-filtre qui ressort vers un robinet secondaire que l'on voit sur le schéma. Et du coup, là, vous avez une eau microspiralée, parce que ça n'existe que dans la version microspirale, le sous-évier, et discrète. Donc là, il y a de la plomberie, hein, j'ai mis le petit bonhomme plombier. Il y a de la plomberie, mais c'est discret. Donc là, il faut être propriétaire plutôt pour faire ce type de travaux. Même si ça reste de la plomberie assez simple, hein, c'est juste une dérivation sur un tuyau et la pose d'un petit robinet secondaire. Donc ça existe en version 1 cartouche et 2 cartouches. La version 2 cartouches, il y a une cartouche microspirale dans le premier bloc, et il y a une deuxième cartouche qui peut être soit du charbon actif, comme ça, dans la deuxième. Alors là, c'est pour les régions, typiquement les zones géographiques où il va y avoir davantage de polluants. Voilà. Ou bien des polluants spécifiques qui ne vont pas être neutralisés par microspirale. Ça peut être par exemple en Bretagne les nitrates, s'il y a des très fortes concentrations, le microspirale ne sera pas assez efficace. Donc on va mettre une cartouche anti-nitrate dédiée dans le deuxième porte-filtre. Voilà. Donc selon les problématiques localisées, quand on le sait, eh ben, on va pouvoir effectivement adapter. Donc le sur-robinet Eurotap Cleaner, donc il se visse à l'extrémité du robinet. C'est le plus compact des systèmes que l'on ait. La cartouche qui est dedans, c'est une cartouche microspirale petite, mais qui ne contient pas d'insert à l'intérieur. C'est juste un bloc microspirale. Qui se change tout le temps. Qui se change celui-là tous les 6 mois. Alors la douche. Puisqu'en fait, la douche c'est pareil, hein, l'eau c'est poreux. Donc on va aussi, elle s'hydrate, donc on va capter de l'eau par les pores de notre peau. On va s'hydrater, on va aussi en respirer, en boire. Enfin. Donc on est, quand on n'a pas une eau traitée, l'eau sent le chlore, forcément, dans la douche. Donc si on veut supprimer ce chlore et les polluants, il y a 2 systèmes possibles. Il y a ce purificateur d'eau bain-douche qui se met en amont du flexible de douche. Ensuite on a le flexible, et puis voilà. Ou bien sur le robinet de baignoire. Après, vous mettez où vous voulez, en fait, hein, c'est des passe-vis universels. Et là, on va avoir du coup une eau qui va être détartrée. Donc dedans, il y a un filtre anti-tartre. Et on va supprimer là l'essentiel des polluants, donc chlore, pesticides, métaux lourds, etc. Il y a plusieurs éléments filtrants à l'intérieur. On a également un pommeau de douche qui est ici et qui vous permet... Alors là, ce n'est pas tant de la filtration, puisqu'en fait, vous n'allez pas retenir des éléments polluants avec les céramiques qui sont dedans. C'est des filtres minéraux qui vont plutôt apporter une qualité d'énergie, une qualité de structure à l'eau. Cette qualité de structure va neutraliser le chlore et le calcaire, va les transformer en fait. Et vous avez 492 petits pores. Alors je pense qu'il y a des utilisateurs ici, hein, oui. Qui apprécient. Très bien.
Très bien. Donc ça en général c'est addictif. C'est aussi le problème, c'est que vous restez 2 fois plus longtemps sous la douche. Voilà. Mais on n'a plus du tout l'effet peau sèche en fait, hein, qu'on peut avoir avec le chlore et le calcaire. Il y a des gens qui ont la peau fragile, qui sont irrités par l'eau de la douche, qui vont avoir de l'eczéma d'irritation. Typiquement, on a déjà eu des retours des témoignages clients qu'avec l'utilisation de ce pot de douche, plus d'inflammation de la peau. Ça, c'est une durée de vie de... On remplace les filtres minéraux tous les 2 ans. Voilà. Donc ça, c'est à la fois du bien-être, parce qu'on est vraiment dans un produit où le plaisir de la douche est vraiment complètement différent. Les pierres se changent. Oui, les pieds, on peut les remplacer. Tous des vis en fait, et puis on peut les remplacer. Celle-là, c'est pas la même. C'est pas les mêmes modèles, ouais. Et du coup, on est obligé d'acheter vos modèles, on ne peut pas acheter des trucs. Tout ça. Des trucs design, je sais pas. Ah oui, c'est ça. Alors effectivement, les trucs design, ils sont design, mais ils ne sont que design. C'est souvent ça le problème. Tandis que là, vous avez la peau douce. Vous pouvez même vous passer de shampoing. Alors c'est vendu comme une douche sans savon. Voilà. En tout cas, réduction par 2, par 3, par 4, c'est clair. Voilà. Sur le savon, c'est pas bon. C'est clair que là, on peut vraiment réduire les doses très fortement. Moi, je fais que les zones stratégiques. Voilà. C'est très bien. Mais il y a des femmes aux cheveux longs, par exemple, qui m'apportent un témoignage que je ne saurais donner moi-même, qui effectivement disent j'ai essayé de vraiment plus mettre de shampoing, et effectivement, évidemment, pas pendant une éternité, mais pendant une semaine, et elle a vraiment vu la différence. Donc effectivement, le fait que les différentes pierres qui sont dedans, donc il y a de la tourmaline rouge, il y a du germanium et de l'argile, du kaolin. En fait, il y a génération d'ions négatifs et d'infrarouge lointain. Et effectivement, ça va modifier aussi le comportement de l'eau, sa structure par rapport à la peau. Donc en fait, c'est complémentaire. C'est-à-dire que le filtre et la douche sont complémentaires, parce que la douche ne va pas supprimer les polluants, le filtre va les enlever. Par contre, le filtre ne vous donnera pas le confort et le bien-être que vous aurez avec le pommeau de douche. À choisir entre les deux, moi je privilégierais, sauf eau vraiment dramatique dans la région, je privilégie le pommeau de douche. Oui. Voilà, après ça c'est mon avis, mais le côté bien-être et le fait qu'on n'ait plus du tout ce côté chlore et calcaire en ressenti, c'est ma priorité à choisir. Alors, quand on n'a pas de filtre et qu'on a une eau dure, donc là on est dans des hypothèses eau douce plutôt, hein. Si on n'a pas de filtre et qu'on a une eau dure, on va avoir une problématique sur le chauffe-eau qui est critique et le lave-linge qui est critique, parce qu'ils ont des résistances qui vont s'entartrer. Donc là, on va partir sur des solutions qui demandent plomberie. On va partir sur les solutions pro-calque. C'est ça qui peut transformer le calcaire en aragonite. Comme ça. Donc là, vous avez des cristaux de calcaire, et à droite, vous avez des cristaux d'aragonite. C'est-à-dire que, en fait, ça ne va pas supprimer les éléments, puisque l'eau ne fait que passer à travers. Donc c'est, en fait, à l'intérieur, vous avez, ça génère un champ magnétique, c'est mis à la terre, et cette mise à la terre crée aussi une différence de potentiel. Et en fait, vous allez éclater les molécules de calcaire en cristaux d'aragonite. Donc ça se met à l'arrivée d'eau générale de la maison. Vous pouvez mettre un filtre également, parce que ça ne va pas filtrer l'eau, ça ne traite que le calcaire. Vous pouvez mettre un filtre ici en amont, qui est un filtre microspirale, c'est cette cartouche-là. Vous avez à la fois un filtre sédiment qui va récupérer les particules en suspension dans l'eau, donc sable, rouille, résidus terreux, etc. Alors le fer non, parce que du coup on ne peut pas le capter avec ça, mais plus avec après, il fait partie des métaux lourds. Là on va récupérer les particules en suspension dans l'eau, qui fait que parfois, quand on fait une précipitation de ces éléments au fond d'un verre, on se dit waouh, il y a quand même beaucoup de matière dans l'eau en réalité, parce qu'elle est soluble. Donc en fait, on la voit pas, mais en fait l'eau charrie une quantité de matière incroyable. Tous les gens qui travaillent sur l'eau, à Veolia et autres, le savent. Voilà, on ne boit pas que H2O, sachez-le. Et c'est normal, on est fait aussi pour ça.
Donc voilà, donc ça c'est quel filtre sédiment. Donc ça se met toujours en amont du système parce qu'on va enlever les grosses particules pour éviter de saturer les filtres en fait. Oui, parce que oui, on a l'exemple à la maison, on a un filtre en amont, enfin on a un adoucisseur, mais un filtre en amont, et vu que l'eau est ferrugineuse, il est rouge très très rapidement. Ouais. Et donc il faudrait mettre ce système avant. Alors, il est saturé très rapidement. C'est ça, il est saturé de fer oxydé, mais ça ne va pas suffire. Le fer, il faut après faut capter les métaux par soit du KDF, que contient cette cartouchette, je vais en parler après, soit microspirale. Donc là, on récupère les grosses particules. Ensuite, on passe à travers un filtre qui peut être soit le BB10 qui est de technologie microspirale. Donc en gros, c'est ça, mais en plus gros, d'accord, avec une couverture différente. Donc là, on est sur microspirale et on est à 1 micron. C'est-à-dire que cette cartouche est moins fine que celle-ci. Là, on était à 0,05. On est à 1 micron parce que si vous mettiez de l'ultrafiltration en amont de votre système, ben en fait, vous perdez trop de pression. Vous ouvrez 2 robinets, vous avez un filet d'eau. Vous prenez une douche, vous lancez une vaisselle, voilà, vous avez un filet d'eau. Donc on ne peut pas être trop fin en amont parce que vous allez perdre de l'usage, vous allez perdre du service. C'est pour ça qu'on part sur de la microfiltration en amont et là vous pouvez ouvrir plusieurs robinets sans perte de débit. Voilà. Donc on va utiliser ça en amont et ça suffit sur les usages généraux, hein. Il n'y a pas besoin d'être à 0,05 pour la douche, pour la lave-vaisselle et ainsi de suite. Donc vous mettez ça en amont, l'anti-tartre. Et là, du coup, vous avez une eau qui va être filtrée et détartrée. Donc là, vous allez protéger votre chauffe-eau, votre lave-vaisselle, votre lave-linge et vos différents éléments qui vont avoir des résistances et vos canalisations, puisque les canalisations, c'est pareil. Quand elles sont saturées de tartre, elles commencent à péter dans tous les sens. En Touraine, il y a beaucoup cette problématique-là. Alors, ça donne du boulot au plombier, mais c'est la galère, quoi, quand même. Donc ça va venir nettoyer votre circuit, c'est-à-dire que ça va assouplir le tartre existant dans les canalisations et sur les résistances. Donc progressivement, il va venir se solubiliser dans l'eau, donc il va s'évacuer progressivement à mesure que vous faites tourner le circuit. Ce qui surprend au départ, parce que des maisons qui vont être très entartrées, des circuits qui vont être très entartrés, ben en fait, les gens qui mettent le Procalc, au début, ils se disent « Waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai du tartre à fond, mon pommeau de douche, il s'entartre en une journée, etc. » Ben oui, parce que c'est en train de nettoyer vos canalisations. D'accord. Et il y a des kilos et des kilos de tartre à vider hein, dans une maison qui n'a jamais été maintenue à ce niveau-là. Et l'adoucisseur d'eau, t'en penses quoi? Alors l'adoucisseur d'eau qui va être, on va dire, le truc de base qui est vendu aujourd'hui pour supprimer le calcaire. Donc c'est un échangeur d'ions, donc en fait on met du sel qui va, en fait il va y avoir un échange d'ions sodium avec des ions calcium. Donc le sel va venir capter les ions calcium et du coup vont s'échanger, c'est-à-dire que le sel va se retrouver dans l'eau. Donc en fait c'est pour ça qu'il est décommandé de boire l'eau adoucie, parce qu'en fait c'est une eau à forte teneur en sel, et qui va venir du coup nourrir les maladies cardiovasculaires entre autres. Donc l'eau adoucie, les adoucisseurs en général c'est pour protéger l'électroménager, c'est pas du tout pour l'eau de boisson. Bon bah on fait comment? Mais quand on a été mal conseillé, bah, on le met sur son système et puis on boit une eau qui est vraiment pas bonne. Enfin, c'est des systèmes où c'est pas du tout fait, enfin c'est pas fait pour l'eau de boisson. On laisse quand même, enfin dans un adoucisseur, il n'y a pas zéro de dureté d'eau, on laisse quand même une dureté. Oui, tout à fait. Ah donc il ne faut plus qu'on la boive alors. Alors c'est vrai que maintenant il règle un peu plus finement qu'à l'époque. Hein. Ça fait 15 ans qu'on la boit. Voilà. Alors il y a effectivement des commerciaux qui défilent dans certaines régions calcaires et qui font du porte-à-porte et qui vendent des adoucisseurs à 2000 €, 2500 €, 3000 €, etc. Mais à la limite, ce qu'il faudrait, c'est faire une dérivation avant l'adoucisseur pour mettre sur l'évier, quoi. Non, Bah en fait, je dirais que le plus important à protéger, ça va être la chaudière, le chauffe-eau. À la limite, si l'adoucisseur il est que sur ces systèmes-là, je crois pas. Ah non, moi il est vraiment à la sortie de l'eau. Il y a que le garage et le jardin qui est hors adoucisseur. Mais le problème, c'est que ça coûte très cher. Parce que ça vaut 350 €.
un adoucisseur 2000 balles, et on n'a pas purifié, on n'a pas filtré son eau de boisson encore. Juste, voilà. Et en fait, on renvoie une eau salée à la collectivité. Bon, c'est pas fantastique. Et nous, c'est ce qu'on ne le conseille absolument pas. Donc là, on va avoir une filtration, un anti-tarte. On va protéger son électroménager. On a de l'eau, du coup, filtrée qui passe dans la douche. Donc on n'a plus de chlore, on n'a plus de pesticides, on n'a plus de métaux lourds, etc. En grande partie, en tout cas, dans les usages du quotidien. Si je ne mets pas d'anti-tartre, que j'ai qu'un filtre, d'accord, là c'est le BB10, microspirale, je ne vais pas protéger mon électroménager. J'aurai une eau filtrée, mais avec toujours du calcaire. Et du coup, j'aurai toujours un problématique sur mon chauffe-eau et mon lave-vaisselle. Donc ça, c'est dans les cas où on a une eau dure. C'est pour ça que c'est important de le savoir, parce que c'est fondamental quand on veut installer un système d'eau. Si c'est juste l'eau du robinet de cuisine, c'est pas très grave. Mais quand on veut vraiment faire un système pour la maison, c'est fondamental de savoir si l'eau est dure ou douce. Alors après, on a... donc, je reviens juste là-dessus sur BB10 parce qu'il existe une autre techno. Donc ça, c'est microspirale. On a une autre technologie. Donc là, on a sédiment et microspirale. On a une autre techno qu'on faisait déjà avant, où on va avoir, pareil, 2 cartouches. Première cartouche, on a un filtre sédiment. Donc vous voyez comment c'est un filtre sédiment. Vous avez là encore une sorte de bobine qui est faite avec une fibre dont la porosité va faire dans les 2, 3, 4, 5 microns, selon. Je ne sais pas si c'est écrit dessus. 5 microns, d'accord. Donc on a une bobine qui va conserver les sables, poussières, les particules solides pour éviter que la deuxième cartouche fasse trop de boulot, s'encrasse prématurément. Première cartouche. Deuxième cartouche, on a un mélange ici charbon actif et KDF. Le charbon actif, vous connaissez, hein, je vous l'ai expliqué, fibre de coco activée, et qui ensuite va retenir beaucoup d'éléments polluants. Donc là, on va être sur chlore, pesticides, solvants organiques. Faiblement les métaux lourds, c'est pour ça que c'est additivé de KDF. Le KDF est un alliage de différents métaux qui va venir entrer en interaction avec les métaux lourds, qui va venir les capter en fait, qui va venir s'associer à eux par polarisation en fait. Donc le mélange du charbon actif et du KDF, en fait le KDF augmente aussi la durée de vie du charbon actif. Donc, on va dire c'est une combinaison qui est souvent faite dans les cartouches de filtration. Donc là, il n'y a pas de revitalisation dans ce système. Voilà, ça c'est ce qu'on faisait avant de connaître microspirale. Il n'y a pas de revitalisation. Microspirale déjà redonne une qualité vitale. Alors les accessoires, parce que du coup là on a l'amont, ensuite le robinet de cuisine, la douche, ok. Et ensuite on peut aussi avoir des accessoires de table. Donc on a ici une carafe Vortex. Et c'est là que certaines personnes décrochent, parce que là on rentre dans l'eau vivante. Mais beaucoup plus en profondeur. Donc les gens qui veulent juste une eau pure parce qu'ils ont cette vision matérialiste de l'eau, et c'est très bien comme ça, hein, ben en fait ils vont s'arrêter à la filtration. Nous on va au-delà parce que ce qui nous importe c'est justement d'augmenter le potentiel de résonance de l'eau avec le corps, parce que le corps est vivant et on cherche à relationner avec un élément vivant. Donc là on va redonner aussi certaines caractéristiques à l'eau en créant un tourbillon dans l'eau. Donc là on a une hélice recouverte d'argent qui va, je vais essayer de la maintenir stable, hop, qui va générer du coup un tourbillon dans l'eau. Donc la pale est en forme de graine d'érable, d'accord. Ça c'est. Si elle filtre aussi. Non. Non, là justement on est vraiment sur la partie dynamisation. Dynamisation, oui. Et donc là on crée un tourbillon, en fait c'est ce qui se passe dans les océans, c'est ce qui se passe dans les nuages, etc. C'est comme ça que la nature se recycle et se régénère en réalité. C'est l'eau hydrogénée alors? Alors là c'est pas de l'eau hydrogénée, là ça peut être de l'eau du coup filtrée, hein, si je prends notre exemple, on va pour nous d'abord la filtrer avant de la dynamiser. Voilà. Et donc à ce stade-là, on a de l'eau filtrée que l'on met à revitaliser, avec un vortex qui va durer 3 minutes ou 7 minutes, contrairement à microspirale où en fait l'eau ne fait que passer une fraction de seconde à travers la membrane. Donc on ne peut pas comparer les acquis de cette dynamisation qui est
extrêmement fugace, avec les acquis de cette dynamisation qui est beaucoup plus profonde, qui va venir concentrer l'eau, la structurer davantage, l'oxygéner davantage également, puisqu'il y a un petit trou ici qui fait qu'il y a des échanges eau-air, et du coup il y a des gaz qui viennent se mêler à l'eau, etc. Donc il y a un phénomène d'oxygénation également. Ce qui est constaté, c'est que une fois qu'elle est vortexée, lorsqu'elle se repose un peu, il y a en fait la teneur en hydrogène augmente, en gaz d'hydrogène dissous. Donc en fait le H2 c'est aussi très intéressant parce que ça va permettre, c'est un très puissant antioxydant. Une des qualités du coup de l'eau vortexée avec la cruche à vortex, c'est justement que l'eau a des vertus aussi antioxydantes de par sa teneur en oxygène, en hydrogène. Enfin, il y a de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc ça c'est un système qu'on propose depuis 12 ans, ça c'est la nouvelle version qui fonctionne avec une batterie dans le couvercle, donc on n'a plus besoin d'avoir un fil, une alimentation secteur direct. Et ça tourne pendant combien de temps? Alors là je ne sais pas si j'ai mis 3 minutes ou 7 minutes. On va voir. Il y a une minuterie, ça s'arrête tout seul après. Et ça se recharge ici avec un petit chargeur USB. Donc ça c'est un produit danois. Vous avez des retours par rapport à ça? Très bon. Très bon. Ah ouais, C'est très bon. Les retours c'est quand les gens la cassent, la font tomber ou quoi, c'est qu'ils nous appellent en panique. Je veux dire par exemple une eau qui a un goût, est-ce que ça enlève le goût ou pas? Ça peut le transformer. On a plus de goût. L'enlever complètement, c'est Et pas la toujours, texture. mais ça change la texture. C'est au niveau texture que c'est surprenant. Elle est en Je ne l'ai verre, pas alors. encore, mais bientôt. Alors c'est du biocopolyester, donc c'est un nouveau plastique issu de matériaux végétaux, incassables et recyclables. Donc, alors, le fabricant quand il est venu ici, le Danois, là, Eric Lavigne, il est venu pour me montrer. Au début je ne comprenais pas ce qu'il faisait, il prenait le récipient, il le jetait par terre. Voilà, pour me montrer que c'était incassable, donc c'est vrai, c'est très résistant, je dirais pas incassable. Et l'argent? Qui alors, veut peut, de- si vous avez envie vraiment de... L'argent, ça a quel effet alors? Alors l'argent, c'est entre guillemets, c'est un métal avec l'or, c'est des métals qui sont guérisseurs entre guillemets. Ça a aussi des vertus antibactériennes puisque c'est aussi utilisé, on l'a vu sur le microspirale, il y a des ions Ag dessus, argent, qui permettent aussi de neutraliser les bactéries. Voilà. Et en fait, on ne le voit pas ici, mais la carafe est en forme d'œuf au fond. Donc on va retrouver cette même forme avec la gamme Vidbot, qui sont des carafes dynamisantes. D'abord, c'est joli, mais ça revitalise l'eau, ça la restructure, de par juste la forme d'œuf. Sans rien faire. Donc là, c'est une forme d'œuf au nombre d'or. Pour la secouer. Non, même pas. C'est pas la peine de la secouer, pourquoi? Parce que l'eau est en mouvement permanent. Même si on ne le voit Quand pas. je la pose. Même si on ne le voit pas. L'eau casse ses liens, ses liaisons, des millions de fois par seconde. Donc c'est un élément qui est vibrant, c'est pour ça que c'est un solvant, c'est qu'il est en permanente interaction avec l'environnement, parce qu'il casse ses liens, et c'est ces liens qui lui permettent de s'associer à l'environnement et aux autres molécules. Donc je peux la mettre dans n'importe quelle carafe. Dans une carafe qui ne sera pas en forme d'œuf, elle ne sera pas revitalisée. Elle continuera à casser ses liens, mais dans un récipient qui ne sera pas biologiquement cohérent. Ça, c'est un récipient qui est biologiquement cohérent. Et c'est Schauberger qui disait que l'œuf, c'est la seule forme dans le vivant qui génère des vortex spontanément. C'est la forme de l'air. Une fois qu'elle est vortexée, on peut l'avoir combien de temps? Elle conserve ses propriétés des semaines. Ah oui, d'accord. Voilà. Le fait qu'elle soit exposée à la lumière, Il y a le bleu aussi, le bleu. Après, effectivement, il y a des bonnes pratiques. Il ne faut pas la mettre au soleil. Oui. Mais, En général, une carafe, ça se boit dans la journée. on fait plusieurs cycles par jour. Ouais. Ce sont des tests pour boire le café. Quand on a retrouvé le goût de boire de l'eau, de toute façon, c'est même plus des questions qu'on se pose parce qu'on fait 5 cycles par jour. Ouais, c'est sûr. C'est là qu'on s'aperçoit comment on est dépendant de l'eau et combien on en boit. C'est phénoménal. Donc ça fait 1,8 litre, et puis la carafe ici, elle fait 1,2 litre, je crois. Alors Vidbot, c'est assez bluffant quand même. En termes d'efficacité, pour nous, c'est l'outil de dynamisation le moins cher et le plus efficace en rapport qualité-prix. La carafe, elle fait 15 € seule. Et vous avez de l'eau vivante. Nous, on a mis du vin.
On fait des expériences, d'accord, c'est scientifique. Il existe des carafes. Donc on a mis du vin, effectivement ça change le goût, enfin il a quelque chose de beaucoup plus rond, ça lui donne une maturité. Donc en fait ça restructure tous les liquides que vous mettez dedans. Et ça rend biodisponible aussi les nutriments, donc ça a été vérifié scientifiquement, il y a eu pas mal d'études dessus, c'est un Espagnol qui a fait ça. Et c'est étonnant. Donc ça remplace la carafe, ça peut remplacer la vortex. C'est pas exactement pareil parce que c'est pas aussi concentré. Dans la carafe vortex, on peut aussi mettre en dessous parce qu'il y a un trou ici. Donc il y a un petit compartiment, mais vous pouvez mettre dans le compartiment des choses. Donc nous on met des roches paramagnétiques, Ultera par exemple, qui sont les roches qu'il y a sur les protections pour les téléphones mobiles. On met ces roches paramagnétiques qui amènent à l'eau en fait une qualité d'ancrage qui est vraiment intéressante. Donc, en fait, ça vous permet aussi de rajouter des petits éléments. Vous pouvez mettre des cristaux de roche, de la poudre de shungite ou un morceau de shungite. Enfin voilà, après l'imagination est la limite, on va dire. Mais du coup, elle va quand même plus loin. Voilà. Alors le vide-botte existe aussi en version bouchable. Donc ça, pour emmener au travail, c'est pas mal. On va écrire un guide pour les femmes enceintes et pour les jeunes parents. Parce que l'hygiène de vie, c'est fondamental. Ça, typiquement, une femme enceinte, pour avoir toujours de l'eau vivante près d'elle, il faut boire beaucoup quand on est enceinte, plutôt que de boire de l'eau chlorée. Mais si on met dans la carafe celle-ci, là, après, au bout de combien de temps on peut la boire tout de suite? En quelques minutes. J'étais à un stage de géobiologie et de radiesthésie, j'avais amené vide-botte, et ils ont fait des tests. Et en quelques minutes, l'eau, elle avait... Mais après, si au bout de quelques minutes, on peut la retransvaser dans autre chose, elle perd pas ses... Qui peut. Moi, je pense à... Elle est toujours en interaction avec l'environnement, donc elle va quand même conserver sa qualité un certain temps. Mais si vous la mettez près de la box Wi-Fi, par exemple... Bon, non, je pensais tout simplement à... Même si je pense pas que ce soit le projet. Mais... Non, je pensais complètement à la cafetière, enfin la machine à café. Où il y a un réservoir d'eau, on la met quelques minutes là-dedans et après on la transvase, ça c'est possible. Ça peut. Alors par contre, quand vous faites chauffer de l'eau, l'eau elle a son plein potentiel à 4 degrés. Après, à température ambiante, ça va. Quand vous voulez profiter de ses qualités de structure, d'information, de mémoire, etc. Plus vous chauffez l'eau, plus elle perd ces qualités-là, plus elle perd ses caractéristiques. D'accord. Donc en fait, le potentiel de l'eau, c'est vraiment température ambiante ou légèrement inférieure. Je dis pas qu'il faut la mettre au frigo, hein, mais, oui, le froid, c'est pareil. Ça, parce que le frigo génère un champ magnétique électrique aussi. Bon. Mais comme je vous dis, on fait plusieurs cycles par jour. Voilà, vous la laissez sur votre plan de travail et puis c'est très bien. Mais il faut le savoir, évidemment, meilleure est l'eau en amont, meilleure elle sera en aval. Mais en tout cas, beaucoup de ces qualités vont se perdre en chauffant. Voilà. On ne peut pas attendre la même chose d'une eau vivante chaude qui va perdre de ses caractéristiques et d'une eau, typiquement une eau thérapeutique, vous allez la consommer à température ambiante ou fraîche, sinon ça n'a aucun sens puisqu'elle va perdre toutes ses propriétés. D'accord. Et ça c'est quoi? Ça c'est vide-botte mais en version gourde. Donc ça c'est version sport, enfant, machin, voyage, donc dans la valise ça prend pas de place. Hop, elle retrouve sa forme. C'est quoi Et c'est du silicone médical. Ça fait 0,5 ça s'appelle 0,5, ouais, tout à fait. Donc le vortex, hein. Donc ça c'est un coquillage, c'est le Nautilus. À l'intérieur c'est comme ça. Les coquillages, si vous regardez au rayon X, j'ai pas mal de coupes en rayon X de coquillages, vous regardez, ils sont tous structurés de cette manière. Donc le vortex construit le vivant. D'accord? Et il le déconstruit. Donc le vortex il sert à construire quand il est implosif, donc quand il va de la périphérie vers le centre, et il déconstruit quand il est explosif, quand il va du centre vers la périphérie. Il éclate les particules. Donc on est dans une société explosive, ça ne vous aura pas échappé, hein, moteur à explosion, agressivité, etc. Donc on est dans une société qui a tendance à déstructurer. Il suffit d'ouvrir les informations, d'allumer la télé, d'ailleurs ça vous déstructure instantanément. Donc l'implosion en matière d'information, on ne sait pas encore faire. L'implosion en matière de relations sociales, on ne sait pas encore faire. Gilets jaunes, retraite, machin, etc. On est totalement dans l'explosion. On ne sait pas construire du dialogue sur une base implosive. C'est-à-dire d'inclusion, de rassemblement, de concentration.
Voilà. On est que sur de l'explosion, c'est-à-dire moi je. On ne boit pas assez d'eau. Et on envoie sa matière. Et on boit certainement pas assez d'eau. Ça c'est certain. Ouais. Donc voilà le vivant. Si j'ai bien compris, si on met une maison où on a une eau dure et un peu polluée et un peu odorante, l'idéal c'est de mettre ça, un truc comme ça. Oui. Et après 2 filtres, et après l'évier. C'est ça. C'est ça. D'accord. Là on boucle la boucle quasiment. Là vous êtes navotisé à 100%. C'est l'hypothèse navotisée. Et la carafe éventuellement. Après la carafe, oui. C'est pas encore un nom commun. La carafe, la gourde. Voilà. Non, c'est pas encore le commun. Et ça, Déjà changer l'adoucisseur par ça, oui, non, mais ça, déjà, je suis d'accord, mais ça, c'est une durée de un vie. gros pas pour l'homme. C'est une durée de vie de combien, ça? Et bah, pas d'entretien, c'est garanti, d'accord. garanti 10 ans. Ah, ok. 0 entretien, voilà. Ah oui, pas de sel, pas de. C'est ça. Ah ouais. Puis le tout coûte beaucoup. Je vais revoir mon adoucisseur. Voilà. C'est le meilleur moyen. Bah, ça coûte 10 fois moins cher qu'un 10 fois adoucisseur, moins cher, entre 7 à 10 fois moins cher. Ça coûte 800 balles un adoucisseur. Si on avait- Moi j'ai des clients, ils disent oh non, je viens d'en acheter un à 3000, Oui, parce que dans 3005. c'est la foire, ouais, ils se sont fait avoir. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais je veux dire, aujourd'hui, les gens qui ont pignon sur rue, c'est les gens de foire et les gens qui font qui vont taper aux portes et qui vont aller voir les mamies Oui. en Bretagne, machin, etc., ou dans les régions calcaires, machin, à déblatérer des arguments avec un bon de commande et puis terminé. Ouais. Puis après, les gens nous appellent ah bah c'est dommage, je peux pas investir dans votre truc à 50 € ou à 100 €, je viens de casser mon plan d'épargne. Dommage. Donc nous, on arrive souvent un peu trop loin pour l'instant sur le champ sur les choix que les gens font. Donc on va commencer à communiquer un peu plus, donc on espère arriver un peu plus tôt dans leur parcours de réflexion. Alors il existe aussi donc la shungi, je vous parlais, ces petits morceaux de pierre que vous pouvez plonger dans un récipient d'eau et qui va à la fois filtrer l'eau, donc retenir des éléments polluants et en donner, c'est-à-dire qu'il y a des échanges. La pierre aussi relargue aussi certains éléments qui sont intéressants, notamment des terres rares et des lanthanides, et ça va revitaliser l'eau. Donc là, on va avoir une eau plutôt qui favorise un ancrage, une détoxication, etc. Qui est une eau qui est vraiment intéressante en soins, en thérapie, en accompagnement pour des gens qui veulent soutenir l'immunité, tout ça. Et puis on a aussi un générateur d'eau hydrogénée. Après, bon, c'est un peu complexe. Là, après, on est dans un accessoire qu'on pourra montrer là-bas. C'est le petit... oui, Anthony vous montre... Donc c'est un petit générateur d'eau hydrogénée. Donc ça va générer du gaz H2 dans l'eau, de l'hydrogène moléculaire, qui va saturer l'eau, du coup, avec une forte concentration, à 900 ppm, l'eau avec du gaz d'hydrogène. Et donc, là, on est sur une eau très fortement antioxydante. Donc là, il y a plus de 600 études aujourd'hui disponibles sur le sujet. C'est vraiment étonnant, l'impact de l'hydrogène. De toute façon, on est aujourd'hui dans la civilisation de l'hydrogène. Hein. On voit bien qu'on est en train de découvrir les propriétés de ce gaz et on est en train d'apprendre à le maîtriser. Donc, pour l'eau, pour l'énergie, et ainsi de suite, c'est véritablement un nouvel horizon qui s'ouvre aussi. Donc là, on est vraiment sur des eaux très antioxydantes. C'est vraiment intéressant pour des gens qui ont des pathologies inflammatoires. L'anti-âge, etc. Alors, je vous donne un petit tableau comparatif des prix pour que vous ayez une idée. Donc, le BB10 avec son filtre sédiment, 445 €. Le Big Duo, c'est ça, 379. Le Procalc, 349. Le G1 sur évier, donc là, G1 c'est microspirale. G1 sur évier, pardon. C'est ça. 294. D'ailleurs, j'ai pas mis celui avec la charbon actif et shungite. Donc le surévier, pareil, mais avec cette cartouche-là, il est à 93. Donc c'est le plus compétitif qu'on ait. Sous-évier, la version sous-évier 325, parce que du coup, il y a toute la connectique, le robinet secondaire et tout ça. Le G3, donc double cartouche, 422. Le Rotap, le sur-robinet, 98, avec 2 cartouches. Le MK808, c'est le bain-douche, 55 €. La douche,
90 pour ce modèle et puis 49 pour celui-là. La carafe Vortex 280, la carafe Vidbot, donc j'ai mis 30 parce que c'est 15 la carafe plus 5 le couvercle en bois plus 10 le petit socle en bois parce que ils ont eu des retours comme quoi la stabilité pour les familles avec enfants, tout ça. Voilà, toc. Donc l'ensemble ça fait 30. L'Aizengen, donc c'est le générateur d'eau hydrogénée qui est à 360 €, donc c'est un matériel coréen. Les Coréens sont époustouflants au niveau de l'eau. C'est une nation technologique qui est hallucinante en termes d'innovation. Et beaucoup d'outils pour l'eau viennent de là-bas. Et la Shungit, donc les pierres concassées de Shungit que vous voyez au fond du bocal, c'est 12 € les 300 grammes. Et on recommande 100 grammes par litre, ça c'est un bocal de 3 litres. Donc 12 € et là vous en avez pour un an. Avec une eau énergétique détox. Voilà, donc là je vous ai fait un total pour que vous ayez un peu une idée, c'est-à-dire en gros la navotisation complète. Vous avez BB10 plus l'anti-tartre, plus le G2 sous évier, plus le filtre douche et le pommeau de douche, plus la carafe Vortex et une carafe Vidbot. Et vous êtes à 1574 €. Vous êtes moins cher qu'un adoucisseur avec tout ça. C'est sûr. Il n'y a pas la gourde, c'est dommage. Et ce problème, voilà, pour vous donner la gourde. C'est 99% de navotisation, effectivement, la gourde. On passe à 100%. Voilà, donc c'est juste pour vous donner une idée un peu. Une maison protégée au niveau du tartre, avec toute l'eau de la maison filtrée, la douche et tout ça. Voilà, 1500 € à peu près. Mais sous évier, il faut rajouter. Ah oui, c'est ça que vous voulez. Ouais, il faut rajouter le robinet. Faut rajouter un robinet. Le plombier. Le plombier et le robinet. Voilà. Le plombier. Non. Besoin d'un plombier. Alors, dans la région, j'ai rencontré Jean-Luc Leterme, qui est plombier à Jouer les Tours. Et du coup, il connaît nos solutions. Il l'a déjà installé chez plusieurs de nos clients. Voilà. Bon, c'est toujours intéressant de connaître quelqu'un localement qui connaît ce matériel et qui sait l'installer. Au cas où, Jean-Luc Leterme a Joué les Tours. Oui, je voulais vous dire aussi juste une petite précision. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir à la fois le BB10 à l'arrivée d'eau générale et un filtre sur ou sous évier au robinet de cuisine? On peut se dire que ça fait un peu doublon. Bon, même si on est à 1 micron là-dessus et 0,05 sur l'autre. Outre ça, il y a le fait que vous avez des mètres de canalisation entre votre filtre BB10 et votre robinet de cuisine. C'est-à-dire que quand vous vous réveillez le matin, vous ouvrez votre eau. L'eau que vous buvez, c'est pas l'eau fraîchement filtrée, même si l'eau n'est jamais neuve, d'accord ? C'est pas l'eau fraîchement filtrée, mais c'est l'eau qui a stagné dans les canalisations toute la nuit. Selon l'état de vos canalisations, peut-être mieux parfois avoir une eau juste qui est fraîchement passée par le filtre en fait. Voilà. Donc ça c'est voilà, un des éléments pour lesquels c'est intéressant d'avoir un filtre en aval du circuit, vraiment au plus proche de votre robinet. On a une solution. Quand on prend la douche, avant que l'eau chaude arrive, on met l'eau froide dans un bocal. Pour les plantes, le jardin, voilà. Tout ça, bien sûr. Ou la vaisselle. Et ça en fait beaucoup par jour. Carrément. Ouais. C'est impressionnant. Sauf quand on a un circuit d'eau chaude sanitaire et comme ça on met l'eau chaude. Ah bah oui, c'est sûr. Ah, avec une boucle. Ah oui, ça d'accord. Ah bah oui, mais on économise une quantité de Bah nous on l'économise aussi, puis on s'en resserre. Oui, c'est un peu plus contraignant, c'est vrai. Après, vous la mettez dans la carafe et après, vous revitalisez. Voilà. C'est sûr. Après, c'est une gymnastique qui s'acquiert assez rapidement en fait. Après, on rentre un peu dans l'intimité de l'eau après. Et on apprend à relationner avec un peu plus de conscience qu'on ne le fait aujourd'hui, tout simplement. Donc en fait, avec un adoucisseur d'eau comme on a actuellement, ça va pas. Non. Non, si vous buvez de l'eau adoucie, non, c'est pas fantastique. On la boit, oui. Bah, oui. Depuis plus de 15 ans. Hein.
Ah ouais. C'est pas très grave, hein. Vous êtes Hypertension, salé, vous avez dit. hypertension artérielle un petit peu, non Ça va. Pas l'hypertension. Jusqu'ici tout va bien, très bien. Il vaut mieux BB10 ou Big Duo BB10. Bah, moi j'ai un peu le feeling avec Microspiral. Donc aujourd'hui, depuis que j'ai découvert Microspiral, je conseille plutôt le BB10 que le Big Duo. Enfin le Big Duo il est bien, mais il va pas revitaliser l'eau. Oui, enfin, moi j'ai déjà un filtre à bout, on peut le mettre encore en amont, des bouts et après. Oui. Voilà. Moi j'ai un peu le feeling avec BB10, mais après c'est aussi plus compact. Donc après il y a aussi ces enjeux-là. Par rapport aux filtres, ils sont recyclés comment? On vous les renvoie? Alors ça c'est une des grosses problématiques avec la filtration de l'eau, c'est qu'aujourd'hui je crois qu'il y a une seule marque qui reprend les cartouches, je ne sais plus laquelle. Il n'y a pas vraiment de circuit de recyclage des cartouches. Donc on est sur des éléments, bon, si ça passe à l'incinérateur, c'est du charbon. Ouais. D'accord. Après il y a effectivement l'enveloppe plastique, donc c'est pas satisfaisant, mais malheureusement aujourd'hui il n'y a pas de circuit à ce niveau-là de recyclage. On sera sur des filières hautement industrielles parce que le monde de la purification de l'eau c'est vraiment un monde extrêmement industriel. Donc les usages domestiques restent tout à fait minoritaires par rapport à cette industrie de l'eau. Et voilà, pour l'instant c'est compliqué. Donc il n'y a pas vraiment de solution satisfaisante. Voilà. Oui, c'est une cartouche, un filtre. Alors au niveau de l'entretien, les cartouches, ah bah voilà, il est là celui. Donc la cartouche avec la Shungit, elle est à 32 €. Elle se remplace tous les 6 mois, donc ça vous fait un budget de 64 € par an. Et la microspirale, nous on fournit pour 2 ans de cartouche, c'est-à-dire le bloc et son insert, plus un insert supplémentaire, d'accord, puisque ça vous allez le remplacer à la fin de la première année. Donc pour 2 ans d'autonomie, ça fait 103 €, donc ça fait 56 € 55 par an. 56. Donc c'est un peu plus économique Microspiral à l'usage. Et la performance de filtration de Microspiral, en fait c'est un matériau qui est très stable. Et la performance de filtration augmente dans le temps. Parce qu'en fait les pores doivent se resserrer. Et en fait du coup elle est de plus en plus performante. Et en fait ils disent que vous pouvez même la remplacer que lorsque vous sentez que le débit se réduit. Et la petite là, le petit. Là. Et celui-là c'est. Non, ça. Alors ça c'est tous les 6 mois. Et ça vaut. Pierre, t'as. Non, les cartouches Eurotap Cleaner, le coût. En fait, elles se remplacent par 2, donc il y a 1 an d'autonomie à chaque fois. Je crois que ça doit être dans les 35 €, si je dis pas de bêtises. C'est vachement, c'est bien, parce que ça prend pas de place. Ouais, c'est vachement bien ça. C'est très pratique. Ça filtre quoi, ça 46, les deux. Le lot de 2, 46. Ouais. Ça remplace ça filtre. En fait, c'est ça, mais un peu moins performant. Donc, on va avoir des pourcentages de filtration un peu inférieurs. Mais on va être dans 75, 80, 85, 90 selon le type de polluant. 100% sur le chlore. Hein, mais, c'est vrai que ça prend pas de place, c'est bien. Mais il est très apprécié celui-là, on en vend beaucoup. Ouais. Bah, oui. J'ai une amie qui vous a acheté le purificateur d'eau, elle l'a mis sur les pieds. Elle fabrique de l'argent colloïdal et elle fait l'argent colloïdal avec de l'eau distillée. Distillée, ouais. Voilà. Elle voulait savoir si elle pouvait utiliser l'eau sortant du purificateur. Non. Pour faire de l'argent colle, il faut de l'eau distillée vraiment. Et là, en fait, le purificateur ne va pas bouger, ne va pas toucher la minéralité de votre eau. Donc si vous avez une eau qui est très chargée en résidus secs, elle sera toujours chargée en résidus secs après le filtre. Si vous avez une eau très douce, vous pouvez effectivement peut-être utiliser déjà l'eau qui passera par le filtre, parce qu'elle est déjà douce, et elle restera douce après le filtre. Madame, l'argent colle, c'est quoi? L'argent colloïdal, je ne peux pas vous donner en détail, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais c'est présente comment? Enfin, je sais que j'ai jamais entendu parler. C'est de l'eau, mais qui est... On en propose de l'argent colle d'ailleurs. C'est un liquide où il y a de l'argent dynamisé. Alors, elle n'est pas dynamisée en fait, c'est des particules d'argent qui sont en colloïde dans l'eau, donc qui sont en solution dans l'eau
en solution stable dans l'eau. Ouais, je ne pensais pas du tout à ça. Les éléments ne C'était flottent pas. En fait. Un élément solide, enfin, je savais pas. D'accord. Non, c'est de l'eau avec une certaine saturation. C'est vraiment. Je sais plus, c'est 20 ppm, je crois, l'argent-colle. Donc elle en fabrique, elle a acheté l'appareil pour pouvoir fabriquer. Elle habite en Bretagne et elle a commandé l'autre jour. Elle a commandé le purificateur d'eau qu'elle a mis sur son évier, mais elle voulait savoir. Donc non, il vaut mieux qu'elle continue à utiliser l'eau distillée pour ces usages-là. Donc là, on est typiquement dans des usages que j'appelle moi usages thérapeutiques ou eau spécifique, à fonction spécifique. Là, on sort du champ de l'eau de boisson où nous, on recommande plutôt une eau vivante assez neutre. Dans les eaux thérapeutiques, il y a des eaux qui sont très complexes, qui sont très travaillées. Il y a des eaux de laboratoire même. Il y a certaines eaux qu'on utilise qui sont sur des bases eau distillée, l'eau View notamment. L'eau double hélice qu'on va mettre en vente très prochainement, qui est une eau américaine. C'est des petits flacons comme ça, c'est une eau de laboratoire, mais avec un potentiel anti-inflammatoire très intéressant. Mais en fait, l'eau atteint ce potentiel parce que justement, elle a été extrêmement purifiée. C'est-à-dire, on est sur une eau, il n'y a quasiment que H2O. Et en fait, ça donne à l'eau des propriétés qui sont hors normes, qui sont exceptionnelles. Et le fait qu'on lui, ensuite, qu'on lui amène certains éléments précis, qu'elle soit dans cet état, peut libérer un potentiel énorme dans l'eau. Donc ça, l'eau double hélice, c'est un peu ça. Donc sur ces eaux particulières, ça peut se justifier d'aller chercher vraiment loin des propriétés particulières de l'eau, mais au quotidien, pour nous, ça n'a pas de sens. Pour nous, au quotidien, on doit relationner le plus naturellement possible avec notre environnement, et rentrer dans des technologies de la NASA juste pour boire de l'eau au quotidien, enfin, à un moment donné, il faut se dire, est-ce qu'il faut vivre sur la Lune pour vivre en bonne santé, quoi. Donc il y a une forme de simplicité à avoir vis-à-vis de l'eau, voilà, au quotidien. Après, quand on fait de la recherche, quand on est dans des logiques thérapeutiques, etc., on peut pousser plus loin. Mais au quotidien, juste soyons simples et en relation naturelle et sympathique, en biophilie avec l'eau, quoi, tout simplement. C'est l'élément de la relation dans le vivant. Donc quelle relation on a envie d'entretenir avec le monde? C'est ça que l'eau vient nous poser comme question. Voilà.